Aujourd'hui, on s'attaque à un mot qui peut faire un peu peur, le constructivisme. Mais vous allez voir, derrière ce nom un peu complexe, il y a une idée carrément révolutionnaire sur la façon dont on apprend. On va voir ensemble comment on peut arrêter d'être un simple récepteur pour devenir l'architecte de son propre savoir. Rien que ça. Vous voyez l'image? On l'a tous en tête, cette image d'Épinal. Le prof, debout devant son tableau, qui dispense le savoir, un peu comme une fontaine de science, et les élèves en dessous qui essayent de recueillir les gouttes. Bon, mais est-ce que ça marche encore, ce modèle-là? Est-ce qu'apprendre, c'est vraiment juste écouter et absorber? Eh bien, le constructivisme, lui, il arrive et il dit non, un grand non même. Et c'est là que tout commence. Alors voilà, une révolution dans l'apprentissage. C'est exactement ça. Le titre le dit bien, on passe de l'éponge à l'architecte. L'idée, ce n'est plus d'être cette éponge qui se contente de tout absorber passivement, mais de devenir l'architecte, celui qui choisit ses matériaux, qui assemble les briques pour construire sa propre maison, sa propre compréhension. Ok, alors c'est quoi exactement le constructivisme? La définition, la voilà, mais ce qu'il faut retenir, le truc vraiment central, c'est cette idée d'action, d'expérience. En gros, on n'arrive jamais avec une tête vide. On a tous un vécu, des idées, des expériences, et c'est ça la fondation. Tout ce qu'on apprend de nouveau, on le construit sur ces fondations. La connaissance, en fait, on ne la reçoit pas, on la crée. C'est une nuance énorme. Pour bien voir en quoi c'est différent, on peut regarder les autres grandes théories. Vous avez le behaviorisme. Là, c'est simple, c'est un peu l'idée du dressage. Récompense, punition. Après, il y a le cognitivisme, qui voit le cerveau comme un ordinateur, une machine qui traite de l'info. C'est un peu froid, non? Et puis, il y a notre constructivisme. Et là, c'est tout autre chose. On met l'humain au centre. C'est personnel, c'est actif, c'est créatif. On s'intéresse enfin à ce qui se passe vraiment dans la tête de celui qui apprend. Et attention, cette idée, elle ne date pas d'hier. Ça a commencé dans les années 20, avec un certain Jean Piaget. Lui, il a regardé les enfants, il a compris un truc génial. Ce ne sont pas des vases vides à remplir, non, ce sont de vrais petits scientifiques qui testent, qui explorent. Puis, dans les années 30, Vygotsky arrive et ajoute une pièce maîtresse. Il dit « Attendez, on ne construit pas tout seul dans son coin, le social, les autres, c'est crucial ». Et enfin, dans les années 60, Jérôme Brunner enfonce le clou avec l'apprentissage par la découverte. Ok, donc on a les grands penseurs. Mais concrètement, dans notre cerveau, comment ça se passe, cette fameuse construction? Eh bien, imaginez une sorte de danse, un dialogue permanent entre ce qu'on sait déjà et ce qu'on est en train de découvrir. L'image à avoir en tête, c'est celle de classeurs. Notre cerveau, pour s'y retrouver, il range ce qu'il sait dans des sortes de schémas mentaux, des classeurs bien organisés. Et quand une nouvelle info arrive, hop, premier réflexe, il essaye de la faire rentrer dans un des classeurs qui existent déjà. Et c'est là que ça devient intéressant. Si la nouvelle info rentre pile poil dans un classeur, pas de problème. Mais si l'info ne colle pas du tout, si elle contredit même ce qu'on pensait savoir, ah là, ça crée un conflit cognitif. Le cerveau est un peu perdu, déstabilisé, et c'est là qu'il est obligé de bosser. Il doit réorganiser tous ses classeurs. C'est ça l'accommodation. Et ce petit déséquilibre, c'est le moment magique où on apprend vraiment en profondeur. Donc, si on devait résumer, le constructivisme, ça tient sur 3 grands piliers. Pilier numéro 1, l'apprenant n'est pas passif, c'est un explorateur. Pilier numéro 2, et celui-là est super important, l'erreur n'est plus une catastrophe. Au contraire, c'est un indice qui nous dit « hop, là, faut que tu ajustes ton raisonnement ». Et enfin, pilier numéro 3, on apprend avec les autres, l'échange, la discussion, c'est le carburant de la connaissance. Bon, tout ça, c'est bien beau en théorie, mais en pratique, ça donne quoi? Comment on fait du constructivisme dans une vraie salle de classe, ou même en entreprise? Allez, on regarde quelques exemples concrets. Premier exemple, on est en CM2. Au lieu de balancer la définition de l'évaporation, la prof arrive et pose juste une question, une petite énigme. Dites-moi, pourquoi le linge sèche plus vite au soleil qu'à l'ombre? Elle ne donne aucune réponse. Elle lance juste l'hameçon. Et là, ça fuse. Un élève va dire « c'est le soleil qui aspire l'eau ». Un autre va répondre « non, c'est la chaleur qui la fait partir dans l'air ». Ils partent de ce qu'ils connaissent, de leurs propres idées. Et en discutant, en testant peut-être même des choses, eh bien ensemble, ils vont construire la bonne explication. Et cette explication-là, elle sera bien plus solide dans leur tête qu'une simple définition lue dans un livre. Autre exemple, on passe au lycée. Fini la liste des causes de la Première Guerre mondiale à apprendre par cœur. Là, on fait une simulation. Chaque élève devient un diplomate, un dirigeant de l'époque. Ils doivent négocier, former des alliances, prendre des décisions sous pression. Et d'un coup, l'histoire, elle n'est plus dans les livres. Elle devient réelle, complexe, vivante. Et ça ne s'arrête pas à l'école.
En entreprise, c'est pareil. Au lieu d'un PowerPoint sur les grandes théories du management, on met des cadres autour d'une table avec une étude de cas, un vrai problème de leur boîte. D'un coup, l'apprentissage devient concret, utile, directement applicable. C'est du sur-mesure. Bon, à ce stade, on pourrait se dire que c'est la méthode parfaite. Mais ce serait trop simple. Comme toute bonne idée, elle a ses avantages, mais aussi ses défis. C'est important de regarder les deux côtés de la médaille. Et le tableau est assez parlant. D'un côté, les bénéfices sont juste énormes. On retient mieux et plus longtemps, on est plus motivé, on développe son esprit critique, bref, que du bon. Mais de l'autre côté, soyons honnêtes, c'est exigeant. Ça prend plus de temps, ça demande aux profs de devenir des guides plutôt que des conférenciers, évaluer un projet c'est plus compliqué que de noter un QCM, et parfois, le système éducatif lui-même n'est pas prêt pour ça. Pourtant, malgré ces difficultés, cette approche est peut-être plus importante aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été. Pourquoi ? Parce que notre monde bouge à une vitesse folle. Et ce qui est fascinant, c'est que la science la plus moderne est en train de valider des intuitions qui ont presque 100 ans. Prenez les neurosciences. Elles nous montrent, avec des images du cerveau à l'appui, que quand on apprend, notre cerveau se reconfigure physiquement. C'est la neuroplasticité. On sait aussi, grâce aux neurones miroirs, pourquoi apprendre des autres est si puissant. En fait, tout ce que Piaget ou Vygotsky avaient deviné par l'observation, la science d'aujourd'hui le confirme de manière spectaculaire. Et puis, il y a le numérique. On pourrait croire que les écrans isolent, mais en fait, c'est un allié incroyable pour le constructivisme. Pensez-y, les plateformes pour travailler ensemble à distance, les simulations hyper réalistes, la réalité virtuelle, tous ces outils sont des tremplins extraordinaires pour créer des expériences d'apprentissage actives et collaboratives. Alors, pour finir, voilà la question qu'on peut se poser. Dans un monde où ce qu'on apprend aujourd'hui sera peut-être dépassé demain, est-ce que le plus important, ce n'est pas de mémoriser des faits, mais plutôt d'apprendre à apprendre? Apprendre à s'adapter, à construire ses propres solutions. Le constructivisme, au fond, c'est peut-être bien plus qu'une simple théorie, c'est une philosophie, une façon de préparer les esprits à un avenir qu'on ne peut pas encore prévoir.